Et si je vous disais que la plupart de vos bredouilles sont décidées avant même que votre amorce ne touche l'eau? Que le sort de votre journée de pêche est scellé dans les 5 premières minutes après votre arrivée? Ça semble fou, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'heure révolutionnaire ou d'appât secret. On va parler de ce que vous faites avec vos pieds, avec vos mains et avec votre matériel. Je vais vous montrer pourquoi le plus grand ennemi du pêcheur, ce n'est pas le mauvais temps ou un poisson capricieux, mais le bruit qu'il fait en arrivant au bord de l'eau. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais une berge de la même façon. Vous pensez que j'exagère? Que les poissons s'en fichent complètement? Dites-le moi dans les commentaires maintenant, et on en reparlera tout à l'heure. Pendant des années, on nous a répété une chose. Il ne faut pas crier au bord de l'eau. C'est une règle de base, une sorte de sagesse de grand-père. Mais cette idée est incomplète et même trompeuse. Elle nous a fait nous concentrer sur la mauvaise chose. La plupart des pêcheurs pensent que tant qu'ils ne hurlent pas, tout va bien. On arrive en voiture, on claque la portière, on marche d'un pas lourd jusqu'au poste, on jette son sac et sa caisse à pêche par terre. On discute à voix normale, on plante ses pics en tapant dessus. Des gestes anodins, des habitudes ancrées depuis des années. On se dit que le poisson est sous l'eau, loin de tout ça. Eh bien, c'est là que se trouve la plus grande erreur collective du monde de la pêche. Nous avons oublié une loi fondamentale de la physique. Le sol est un conducteur de son bien plus puissant que l'air. Et les poissons, eux, ne l'ont pas oublié. Commençons par une petite leçon de science, mais promis, ce sera simple. Le son, ce sont des vibrations. Dans l'air, ces vibrations voyagent à environ 340 mètres par seconde. C'est rapide. Mais dans l'eau, c'est presque 5 fois plus rapide, environ 1500 mètres par seconde. Et dans le sol, la vitesse est encore plus élevée. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pêcheurs? Ça signifie que le bruit d'un objet lourd qui tombe sur la berge arrive aux oreilles, ou plutôt au capteur du poisson, de manière quasi instantanée et avec une force décuplée. Le son de votre voix, lui, a du mal à pénétrer la surface de l'eau, mais la vibration de vos pas, elle, est transmise directement dans leur salon. C'est comme si quelqu'un tapait directement sur la vitre de leur aquarium. Vous comprenez maintenant pourquoi le danger ne vient pas de ce que vous dites, mais de ce que vous faites. Pour bien comprendre, il faut se mettre à la place du poisson. Le poisson n'a pas d'oreilles externes comme nous. Il possède une oreille interne, mais surtout, il a une arme secrète, la ligne latérale. C'est cette petite ligne que vous voyez sur le flanc de la plupart des poissons. Ce n'est pas une décoration. C'est un organe sensoriel ultra-sensible, une sorte de radar sophistiqué qui détecte les moindres vibrations et changements de pression dans l'eau. La ligne latérale permet au poisson de sentir un prédateur qui approche, de localiser une proie qui bouge ou de naviguer dans le courant. Quand vous marchez lourdement sur la berge, votre poids comprime le sol et envoie une onde de pression. Cette onde se propage dans l'eau et vient frapper directement la ligne latérale du poisson. Pour lui, c'est une alarme assourdissante qui crie « Danger! Fuyez !» Il ne se demande pas si c'est un pêcheur ou un autre animal. Son instinct de survie prend le dessus et il disparaît. Insistons sur ce point crucial. Les vibrations dans le sol sont le véritable coupable. C'est le tueur silencieux de vos parties de pêche. Imaginez la scène. Vous arrivez, vous êtes content, vous sortez votre lourd fourre-tout de la voiture et vous le posez par terre avec un boum sourd. Puis vous prenez votre caisse de matériel bien remplie et vous la laissez tomber à côté de vous. Clac. Pour vous, ce sont des bruits normaux, à peine audibles. Pour les poissons qui se trouvent à 10 ou 15 mètres dans l'eau, c'est l'équivalent d'une petite explosion. La vibration a traversé la terre, frappé l'eau et a signalé votre présence de la manière la plus brutale qui soit. Tous les poissons méfiants, les belles carpes, les cendres postées, les brochets à l'affût, ont reçu le message. Et le message est clair, un grand prédateur terrestre, lourd et bruyant, est dans les parages. Leur réaction est immédiate. Ils quittent la zone de danger, votre poste, bien avant que vous n'ayez eu le temps de monter votre première ligne. On va prendre un exemple très concret que tout le monde a déjà vécu. La portière de la voiture. On se gare le plus près possible du poste, c'est normal, on veut moins marcher. Et là, sans réfléchir, clac! On ferme la portière. Ce son sec et métallique résonne dans le calme du matin. Mais ce n'est pas le son aérien le plus grave. C'est l'onde de choc de la fermeture qui se propage via le châssis de la voiture, les pneus, puis le sol.
Si vous êtes garé sur un chemin de terre ou de l'herbe à quelques mètres de l'eau, cette vibration est un signal d'alarme parfait. C'est le tout premier avertissement que vous donnez aux poissons. Vous n'êtes même pas encore sorti du véhicule que vous avez déjà potentiellement alerté toute la faune aquatique. La solution est simple, fermez votre portière doucement. Accompagnez-la jusqu'à la fermeture au lieu de la claquer. Ce simple petit geste peut faire une différence énorme sur le début de votre session. Maintenant, parlons de notre façon de marcher. J'appelle ça la marche de l'éléphant. On est chargé de matériel, on est pressé d'arriver au bord de l'eau et on marche d'un pas lourd en tapant du talon. Chaque pas est un coup de marteau sur le sol. Sur un sol dur, c'est déjà mauvais. Mais sur un sol meuble, une berge en terre, c'est une catastrophe. Vous envoyez des vibrations continues qui annoncent votre progression. Les poissons les plus proches vous sentent arriver bien avant de vous voir. Pensez aux prédateurs dans la nature, un renard ou un chat. Ils se déplacent avec une légèreté incroyable, posant leurs pattes avec douceur pour ne pas alerter leur proie. Nous devrions nous en inspirer. Au lieu de marcher normalement, essayez de marcher sur la pointe des pieds ou de dérouler votre pied en posant d'abord le talon puis la pointe en douceur. Ralentissez. Observez où vous mettez les pieds pour éviter de faire rouler des cailloux ou de casser des branches sèches. Chaque pas doit être maîtrisé. Un autre grand classique de la pollution sonore, le matériel. On a tous tendance à vouloir s'installer vite. On sort les pics du fourreau et on les jette par terre. On sort le siège, on le déplie et on le pose lourdement. La boîte de plomb qui tombe, les bobines de fil qui s'entrechoquent. Chaque petit bruit est une information pour le poisson. L'idéal est de préparer un maximum de choses en amont, loin de l'eau. Par exemple, à côté de la voiture. Montez vos cannes, préparez vos bas de ligne. Une fois au bord du poste, ne posez rien directement sur le sol. Utilisez une bâche ou un tapis de réception. Quand vous devez poser quelque chose, accroupissez-vous et déposez-le délicatement. Ne le laissez pas tomber, même de 10 cm de hauteur. Ça peut paraître extrême, mais face à des poissons éduqués et méfiants, ce sont ces détails qui créent l'opportunité. Pensez à votre installation comme à un jeu de Mikado. Le but est de ne rien faire bouger, de ne rien faire vibrer. Et la voix humaine, dans tout ça, est-ce qu'il faut arrêter de parler? Pas forcément, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Comme on l'a dit, le son de la voix a du mal à passer de l'air à l'eau. Les hautes fréquences, les sons aigus, sont particulièrement réfléchis par la surface. En revanche, les basses fréquences, les voix graves, pénètrent un peu mieux. Mais surtout, si vous parlez fort, vous créez une vibration. Si vous criez, vous faites vibrer l'air, mais aussi votre corps, et donc un peu le sol sous vos pieds. Le vrai problème, c'est le ton. Une conversation calme et à voix basse ne dérangera probablement pas grand-chose. Mais des éclats de rire, des appels à votre collègue qui est 50 mètres plus loin, ça, c'est problématique. La discrétion ne s'arrête pas au geste, elle est aussi vocale. Apprenez à chuchoter ou à parler doucement. Le silence est d'or, mais une conversation apaisée ne videra pas votre poste, contrairement à un grand boum sur le sol. Un geste qui me fait frémir à chaque fois que je le vois. Planter ses pics ou son rod-pod à coups de marteau. Ou pire, en tapant avec une grosse pierre. On a tous vu ça. Le pêcheur qui s'acharne sur son pic pour l'enfoncer dans une terre un peu dure. Tac, tac, tac. Chaque coup est un signal télégraphique envoyé directement dans le monde sous-marin. C'est probablement l'une des pires choses que vous puissiez faire en vous installant. Vous transformez littéralement votre support de canne en diapason géant qui fait vibrer toute la berge. Si le sol est trop dur, il existe des solutions. Utilisez des pics à vis qui s'enfoncent en tournant sans aucun choc. Ou bien, utilisez un petit outil pour faire un avant-trou en douceur. Si vraiment vous devez taper, faites-le avec un maillet en caoutchouc qui absorbe une partie du choc et donnez de petits coups secs plutôt qu'un grand coup violent. Votre discrétion au montage de votre campement est aussi importante que votre lancer. Le cumul des bruits est un concept important. Pris séparément, un petit bruit peut sembler anodin, mais additionnez-les. Le claquement de portière, les pas lourds, le matériel qui tombe, les pics qu'on enfonce, la discussion à voix haute. En l'espace de 10 minutes, vous avez créé une symphonie de menaces.
Le poisson n'entend pas des événements séparés. Il perçoit une augmentation drastique du niveau de danger dans son environnement. C'est une accumulation qui le pousse à quitter la zone. Il ne va pas attendre de voir ce qui se passe. Son instinct lui dit que quelque chose de gros, de bruyant et de potentiellement dangereux est en train de s'installer pour de bon. C'est pourquoi il faut penser à son installation comme à un processus global de discrétion. De la première à la dernière seconde, l'objectif est de se fondre dans le décor, de faire le moins de vagues possible, au sens propre comme au figuré. Chaque bruit évité est un point de gagné. Imaginons une scène que vous avez sûrement déjà observée. Deux pêcheurs arrivent sur le même plan d'eau. Le premier, appelons-le Marc, se gare loin, marche doucement, pose son matériel comme s'il était en cristal. Il s'installe en silence, monte sa ligne et lance avec fluidité. Le deuxième, appelons-le Patrick, arrive en trombe, se gare au plus près, claque sa portière, traîne son chariot bruyamment et s'installe dans un vacarme de pics et de boîtes en plastique. Ils pêchent à 50 mètres l'un de l'autre avec les mêmes appâts. Et très souvent, qui a la première touche? Marc, bien sûr. Ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Marc pêche sur un poste où les poissons sont calmes, voire curieux. Patrick, lui, a fait le vide. Les poissons ont fui sa zone bien avant que son plomb ne touche le fond. La prochaine fois que vous êtes au bord de l'eau, observez les autres. Vous verrez très vite une corrélation entre le niveau de bruit d'un pêcheur et le nombre de ses prises. L'effet du bruit est encore plus dévastateur en eau peu profonde. Si vous pêchez dans 1 ou 2 mètres d'eau, le poisson est extrêmement vulnérable. Il est très proche de la surface et de la berge. La moindre vibration est perçue avec une intensité maximale. C'est dans ces conditions que la discrétion devient non pas un avantage, mais une nécessité absolue. Marcher sur la berge d'un petit étang ou d'une rivière peu profonde, c'est comme marcher sur le toit de la maison du poisson. Il vous entend, il vous sent. C'est pour ça que les approches en stalking, à 4 pattes, ne sont pas un mythe de carpiste extrême. C'est une réponse logique à un problème physique. En eau profonde, disons plus de 5 ou 6 mètres, le poisson est un peu plus à l'abri. Les vibrations s'atténuent avec la distance. Mais ne vous y trompez pas, même là, une forte vibration sur la berge sera perçue et interprétée comme un danger. Voici une petite expérience simple que vous pouvez faire vous-même. Trouvez un endroit avec de l'eau claire et peu profonde, où vous pouvez observer des poissons, même des petits. Mettez-vous à une dizaine de mètres de la berge et ne bougez plus. Attendez que les poissons reprennent leur activité normale. Maintenant, demandez à un ami de simplement marcher d'un pas normal le long de la berge, à votre hauteur. Ne dites rien, ne faites rien d'autre. Observez la réaction des poissons. Vous verrez un frémissement, puis une fuite rapide vers le large ou les obstacles. Ils ne l'ont pas vu, ils l'ont senti. Maintenant, demandez-lui de laisser tomber un trousseau de clés par terre. La réaction sera encore plus explosive. Cette expérience visuelle vaut tous les discours. Elle vous prouvera de manière irréfutable que le sol est une autoroute pour les vibrations et que les poissons y sont incroyablement sensibles. Parfois, on n'a pas le choix. On arrive sur un poste et on fait une erreur, un bruit de trop. On sent qu'on a tout gâché. Est-ce que la journée est finie? Pas forcément. C'est là qu'intervient la stratégie du second passage. Si vous pensez avoir effrayé les poissons, ne vous obstinez pas à pêcher immédiatement. La meilleure chose à faire est de s'éloigner du poste, de s'asseoir tranquillement pendant 20 ou 30 minutes en silence total. Laissez le calme revenir. Les poissons ont une mémoire courte pour ce genre d'alerte. Si la menace disparaît, ils peuvent revenir sur la zone, surtout si elle est riche en nourriture. C'est une leçon de patience. Au lieu de lancer frénétiquement dans une zone déserte, accordez à la nature le temps de se réinitialiser. Ce temps d'attente silencieux peut sauver votre partie de pêche. C'est contre-intuitif, car on veut pêcher tout de suite, mais c'est souvent la seule solution. Laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle. J'étais sur un lac réputé très difficile, connu pour ses vieilles carpes incroyablement méfiantes. J'avais passé 2 heures à faire une approche de loup, en rampant presque sur les derniers mètres. J'étais parfaitement installé, en silence total. Je voyais des fouilles, des bulles, l'activité était là, juste devant moi. J'étais sur le point de lancer ma ligne quand un autre pêcheur est arrivé en courant sur la berge d'à côté, criant à son ami « Alors, ça mord ?»
avant de trébucher et de faire tomber toute sa caisse dans un fracas métallique épouvantable. Instantanément, toutes les bulles se sont arrêtées. Un silence de mort s'est installé sous l'eau. J'ai attendu 1 heure, puis 2. Plus rien. Le poste était mort. Cet homme, en 10 secondes, avait ruiné des heures de patience et d'approche. Ce jour-là, j'ai compris que le bruit n'est pas un facteur parmi d'autres. C'est le facteur numéro 1. Alors, comment faire pour devenir un pêcheur fantôme? La première étape, c'est l'approche. Garez-vous le plus loin possible, dans la mesure du raisonnable. Considérez les 100 derniers mètres comme une zone sacrée. Marchez lentement. Déroulez le pied, talon puis pointe. Évitez les branches mortes qui craquent, les feuilles sèches qui font du bruit. Regardez où vous posez les pieds. Portez votre matériel de manière équilibrée pour ne pas avoir à le poser et le reprendre. Si vous utilisez un chariot, choisissez-en un avec des rousses qui ne grincent pas et faites-le rouler le plus doucement possible. Votre objectif est d'arriver au bord de l'eau sans que la nature n'ait remarqué votre présence. C'est un état d'esprit à adopter. Vous n'êtes plus un promeneur, vous êtes un chasseur qui approche sa proie. Et un bon chasseur est avant tout silencieux et invisible. Une fois arrivé sur le poste, la phase d'installation est critique. Ne jetez jamais votre matériel par terre. Jamais. Ayez toujours une zone désignée, si possible un peu en retrait de la berge, où vous allez déposer vos affaires. L'idéal est d'avoir un tapis de sol, ou même une simple bâche. Accroupissez-vous et posez chaque élément délicatement dessus. Votre fourre-tout, votre sac d'appât, votre glacière, tout doit être posé, pas lâché. Pensez à l'herbe comme à un amortisseur. Si vous pouvez poser vos affaires sur une touffe d'herbe épaisse plutôt que sur la terre nue ou des cailloux, faites-le. Chaque vibration absorbée par la végétation est une vibration qui n'atteindra pas les poissons. Cela demande un peu plus d'effort et de concentration, mais c'est un investissement qui paie. Le calme de votre installation déterminera le calme de votre session. L'organisation est la clé de la discrétion. Plus vous êtes organisé, moins vous aurez besoin de bouger et de faire du bruit une fois en place. Préparez un maximum de choses en retrait du bord de l'eau. Par exemple, à 5 ou 6 mètres de la berge. C'est là que vous pouvez ouvrir vos boîtes, chercher vos bas de ligne, préparer vos appâts. Faites tous les bruits inévitables loin du front de pêche. Une fois que tout est prêt, approchez-vous du bord avec seulement le strict nécessaire. Votre canne, votre épuisette. Cela limite les allers-retours, les risques de faire tomber quelque chose, et le piétinement incessant au-dessus de la tête des poissons. Une bonne préparation en amont vous permet de rester immobile et silencieux pendant l'action de pêche. Vous ne devriez avoir à vous déplacer que pour lancer, ferrer ou épuiser un poisson. La communication non verbale est un outil puissant pour les pêcheurs qui pratiquent à plusieurs. Si vous pêchez avec un ami, établissez des signaux simples, un geste de la main pour indiquer une touche, un autre pour demander l'épuisette. Cela évite les cris et les appels qui peuvent perturber non seulement les poissons, mais aussi le calme général du lieu. Si vous devez absolument parler, faites-le à voix basse, presque en chuchotant. Tournez-vous vers votre interlocuteur pour ne pas avoir à élever la voix. Rappelez-vous que vous partagez cet environnement. Le silence n'est pas seulement une stratégie de pêche, c'est aussi une forme de respect pour la nature et pour les autres pêcheurs. Apprendre à pêcher en silence à deux est une compétence qui renforcera votre complicité et, très probablement, vos résultats de pêche. Finalement, tout se résume à un changement de mentalité. Arrêtez de penser que vous allez simplement au bord de l'eau. Pensez que vous entrez dans le territoire d'animaux sauvages et craintifs. Vous n'êtes pas un simple visiteur, vous êtes un prédateur. Et un prédateur efficace est un prédateur discret. Chaque geste doit être réfléchi. Chaque bruit doit être évalué. Est-ce que ce mouvement est nécessaire? Est-ce que je peux faire moins de bruit? Cette prise de conscience est la plus grande étape. Une fois que vous aurez intégré que chaque vibration est un message envoyé au poisson, votre comportement changera naturellement. Vous ne verrez plus la pêche comme une simple attente, mais comme une chasse subtile où la furtivité est votre meilleure arme. C'est ce qui sépare le pêcheur qui subit sa pêche de celui qui la maîtrise. Voilà, on a fait le tour. Le grand responsable de beaucoup de nos échecs, ce n'est pas la lune, la pression atmosphérique ou la couleur du leurre. C'est nous. C'est le bruit de nos pas, le choc de notre matériel sur le sol.
Le vrai tournant, le moment Eureka, c'est de comprendre que notre partie de pêche ne commence pas quand la ligne touche l'eau, mais quand on ferme la portière de la voiture. Chaque pas, chaque geste est déjà un acte de pêche. Cette simple prise de conscience peut radicalement transformer votre approche. Vous n'allez plus subir des bredouilles inexplicables, vous allez commencer à construire vos succès dès les premiers mètres de votre approche. C'est un contrôle que vous reprenez sur votre pêche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux ou si vous avez appris quelque chose, le meilleur moyen de me soutenir est de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines astuces. Maintenant, j'ai une question pour vous, et soyez honnête. Quelle est la pire erreur de bruit, la plus grosse gaffe sonore, que vous ayez vue ou personnellement commise au bord de l'eau? Racontez-nous ça dans les commentaires, je suis sûr qu'on a tous des anecdotes mémorables à partager.